Je suis resté très optimiste sur toute la période du bear market, parce que le récit était si pessimiste que la seule question qui se posait alors était « Ce secteur est-il voué à durer ou cette technologie va-t-elle disparaître ?» J'ai récemment étudié le taux de change entre Ethereum et Bitcoin et je me suis aperçu de choses intéressantes, notamment du fait qu'il est totalement corrélé au cycle économique. Et j'ai mis en place un certain nombre d'indicateurs pour pouvoir tirer profit de cette corrélation. Bonjour à tous, aujourd'hui nous avons le plaisir de vous présenter la traduction d'une interview de Raoul Pal, publiée par le podcast Bankless en date du 3 juillet 2023. Raoul est le PDG et cofondateur de Real Vision, qui est un site d'information et une plateforme d'éducation en ligne centrée sur la finance, les cryptos, l'investissement et la macroéconomie. Plus tôt dans sa carrière, il a travaillé pour Goldman Sachs à la City de Londres et géré un hedge fund, le GLG Global Macro. Il a quitté la finance traditionnelle en 2005 pour se consacrer à son site d'analyse macro The Global Macro Investor, puis à Real Vision. Il a une grande influence sur le Twitter crypto et partage beaucoup de thèses d'investissement intéressantes. Il fait aussi l'objet de nombreuses critiques liées d'une part à son optimisme perpétuel, notamment en ce qui concerne Ethereum, et d'autre part au fait qu'il a mal anticipé les difficultés que le secteur crypto rencontre depuis le début de l'année 2022, avec le crash de Terra Luna par exemple. Nous espérons que vous trouverez cette interview intéressante. Bienvenue sur Money Radar Crypto. Ce que je me suis efforcé de faire pendant le bear market précédent a été de faire un zoom arrière pour voir les choses dans leur ensemble. J'ai passé le plus de temps possible à écouter le bruit pour mieux pouvoir le filtrer et le séparer du signal. En fait, nous avons traversé un processus de deleveraging, de désendettement du secteur crypto. Pendant ce temps, mes indicateurs de liquidité, qui est à mon avis le principal moteur des marchés en général, étaient à leur point le plus bas. Cela a attiré mon attention. Et je me suis aussi rendu compte que le prix du Bitcoin et de l'Ethereum était en train de revenir au niveau de leur tendance logarithmique ascendante sur le long terme. Ces deux observations m'ont poussé à conclure que ce moment était une opportunité en or pour les investisseurs. Et c'est là que j'ai commencé à en parler sur les réseaux et à dire que le mois de juin était un très bon moment pour accumuler et investir dans le secteur crypto, bien que je n'avais personnellement rien vendu avant cela. C'était une conclusion claire pour ceux qui comprennent le fonctionnement du cycle économique et du cycle de liquidité, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de ceux qui sont intéressés par la crypto. Mais pour les gens comme moi qui ont une vision à long terme, ces signaux sont exactement ceux que nous attendons. Je suis resté très optimiste sur toute la période du bear market, parce que le récit était si pessimiste que la seule question qui se posait alors était « Ce secteur est-il voué à durer ou cette technologie va-t-elle disparaître ?» Personnellement, je ne voyais pas de preuve d'une disparition ou d'un tarissement des cas d'usage. Au contraire, 60 milliards de dollars ont été investis dans le secteur par des firmes de capital risque sur cette période. Il y a une quantité incroyable de startups construisant des nouveaux projets, étendant le secteur crypto à de nouveaux cas d'usage et qui sont en train de construire les fondations du prochain bull market. Nous n'avions encore jamais vu autant d'investissements dans ce domaine, qui doit maintenant représenter quelque chose comme 10 fois la taille de l'ensemble du marché des fonds spéculatifs. Et tout ce capital a été investi principalement pendant les 2 années passées. Là aussi, les conclusions à tirer sont plutôt positives. Ces investissements massifs vont sans doute mener à des résultats, et donc il va se présenter des opportunités très intéressantes à saisir. Il y a beaucoup de travail qui est fait notamment du côté de l'infrastructure, Layer 2s, ZK Rollups, Layer 1s alternatives, etc. Certains de ces projets auront sans doute de l'utilité, ce qui facilitera le cheminement du secteur crypto vers l'adoption massive de ces technologies par la société de consommation. L'un de ces projets qui a attiré mon attention est Solana, qui représente une petite partie de mes investissements puisque je parie surtout sur Ethereum. L'avantage de Solana, c'est d'avoir réussi à incarner une blockchain contenant des applications utilisées par le grand public. Les récits et les narratifs sont d'une grande importance sur les marchés, et c'est encore plus vrai dans la crypto. Le mème triomphe. Et si c'est ça le mème Solana, c'est une très bonne chose pour eux, puisqu'ils sont les seuls à l'avoir. Un projet va être considéré comme la blockchain du jeu, et à terme, un autre sera considéré comme étant la blockchain de la finance. Je pense que c'est la direction dans laquelle le secteur s'achemine.
Alors oui, c'est vrai que la macro a une influence sur les marchés, avec des pointes de pessimisme intempestives qui m'ont poussé à prendre une position longue. C'était la même chose sur le marché des actions. Le sentiment était au plus bas à tel point que c'en était obscène. Toute personne qui partageait une opinion vaguement haussière était attaquée de toutes parts. Je me suis donc mis à penser que si le cycle de liquidité est effectivement passé, nous savons ce que cela signifie. Pendant une période, l'économie est vouée à s'affaiblir et la probabilité d'une injection de liquidité augmente. Étant donné que les prix tendent à anticiper les nouvelles, il est probable que les actions en général, et en particulier le secteur technologique et le secteur crypto, surperforment. Et c'est à mon avis exactement le scénario qui est en train de se dérouler. On n'en a pas l'impression parce que cela prend du temps et qu'il y a toujours un scandale ou une attaque médiatique à suivre. Mais au fond, tout se passe comme prévu. Dans un cycle économique typique, il y a toujours des actifs qui sont en avance et d'autres qui sont en retard. Dans ce cas précis, il semble qu'Ethereum soit en avance, puisqu'il est descendu et a rebondi en premier, et que ce sont les actifs les plus risqués, comme les NFT, qui prennent le plus de temps à rattraper la tendance. Les NFT passent un très mauvais moment à l'heure actuelle. En l'occurrence, c'est peut-être la faute de Blur. Mais à mon avis, la tendance de fond, c'est que les NFT ont été utilisés pour recycler du capital dans le secteur. Quand les gens gagnent de l'argent dans la crypto, ils veulent acheter des NFT premium, comme des CryptoPunks ou des Fidenzas par exemple. Mais quand les gens perdent de l'argent, ça ne les intéresse plus. C'est la même dynamique qu'avec l'immobilier haut de gamme ou les Rolex. Ces actifs trophées fonctionnent le mieux dans des marchés en expansion, et non pas dans les marchés qui enregistrent des pertes. Je pense que les NFT reviendront sur le devant de la scène en dernier, quand les nouveaux investissements dans le secteur crypto auront suffisamment infusé. Les annonces récentes de dépôt d'ETF représentent une lumière au bout du tunnel. Ces ETF ne provoquent pas en eux-mêmes un mouvement de foule. Si ceux-ci avaient été lancés dans un marché en baisse, cette annonce n'aurait eu aucun effet. Mais dans un marché haussier, une telle annonce devient un catalyseur puissant, parce que la plupart des investisseurs institutionnels dans le secteur crypto sont des investisseurs dynamiques, comme les fonds de pension par exemple. Ces acteurs institutionnels ont fait leurs recherches sur le secteur, et tout ce qu'il leur faut, c'est une augmentation des prix, car ils ne veulent pas prendre le risque d'être seuls à investir si le marché baisse et d'avoir l'air incompétent. Les comités d'investissement de tas d'entreprises ont tiré à boulet rouge sur ceux qui suggéraient l'idée d'investir dans ce domaine. Mais pour tous les investisseurs auxquels je parle, cela reste un de leurs objectifs à long terme. Si vous vous rappelez, BlackRock parlait déjà d'investir dans le Bitcoin au cours du cycle précédent. Ils l'ont même mentionné sur leur site web, en conséquence de quoi il a battu son record de visite, selon Larry Fink. Donc, ça ne fait aucun doute que ça fait un moment qu'ils y pensent, comme tous les autres investisseurs institutionnels de taille d'ailleurs. Bien que les NFT restent dans l'ombre pour l'instant, il semble qu'une lumière se mette à éclairer un chemin invitant l'investissement de nouveaux capitaux dans le Bitcoin, qui ensuite ruisselleront dans tout le secteur crypto. Tout cela est un schéma typique, qui commence avec l'actif de référence, dans notre cas Bitcoin, qui surperforme et attire les capitaux. Ensuite, alors que de plus en plus d'attention se manifeste dans le secteur, ces capitaux se répandent dans toutes ces sous-catégories, qui ont une liquidité moindre et créent une réaction disproportionnée. Ce processus continue et se répand ainsi dans toutes les niches du secteur. Ce dont nous avons besoin, c'est de nouveaux investissements, car cela fait un certain temps que nous recyclons le même capital. C'est la même chose avec les économies de différents pays. Ces temps-ci, il n'y a aucun nouvel investissement dans l'économie mondiale à part en intelligence artificielle. Mais au moment où les gens recommenceront à gagner de l'argent, les investissements ruisselleront et nous reverrons des choses comme la dominance d'Ethereum et le fait qu'il surperforme Bitcoin. J'ai récemment étudié le taux de change entre Ethereum et Bitcoin et je me suis aperçu de choses intéressantes, notamment du fait qu'il est totalement corrélé au cycle économique. Et j'ai mis en place un certain nombre d'indicateurs pour pouvoir tirer profit de cette corrélation. Au fond, c'est la même chose que ce dont nous parlions avant, puisque c'est basé sur la liquidité. Je trouve tout cela fascinant. Le cycle économique est ce qui stimule la liquidité, et nous pouvons nous situer dans celui-ci en nous basant sur des informations issues de documents comme le rapport de l'ISM. Si on est en dessous de 50, on a tendance à être en période de récession et de contraction. Et si on est au-dessus, c'est un indicateur d'expansion. Mais ce que nous savons, c'est que la réponse adéquate à un ralentissement de l'économie, c'est plus de liquidité. C'est ce qui nous permet de stabiliser l'économie.
que ce soit par la réduction des taux ou par l'augmentation du bilan de la Fed. J'ai passé beaucoup de temps à examiner ces dynamiques et j'ai développé ce que j'appelle le Everything Code, le code total, dont nous pourrions parler plus tard. Il inclut un certain nombre de mesures de la liquidité qui ne sont pas simples à faire. Vous pouvez trouver certains de ces indicateurs sur TradingView, je pense, parce que certains utilisateurs les ont construits. L'une de ces mesures est la liquidité nette de la Fed, qui est centrée sur les États-Unis et qui n'est à mon avis pas la plus importante. C'est plus ou moins le bilan de la Fed, moins le compte général du Trésor, que le Trésor américain utilise pour faire augmenter ou diminuer la liquidité, et moins le repos inversé. Ce sont les trois choses qui constituent cet indicateur, qui réussit assez bien à refléter le prix des actifs. Mais comme nous le disions avant, tout n'est pas centré sur les États-Unis. Nous avons donc besoin d'un indicateur qui représente le marché mondial. L'indicateur que les gens trouvent le plus facilement dans ce domaine est la masse monétaire globale. Mais même là, il y a des difficultés, car il n'existe pas d'unique mesure de la masse monétaire mondiale. Il vous faut donc construire votre propre indicateur, même si là aussi, cela doit maintenant exister sur TradingView. Je ne sais pas si leurs indicateurs sont bien, parce que nous utilisons Bloomberg, Refinitiv et d'autres sources d'informations. La principale d'entre elles est le Global Macro Investor, le macro-investisseur mondial, qui est mon propre service de recherche dont l'indice de liquidité hebdomadaire est basé sur le bilan des banques centrales du G5, la Fed aux États-Unis, la BCE en Europe, la Banque populaire de Chine, la Banque du Japon et la Banque d'Angleterre. Prises ensemble, elles semblent permettre d'expliquer 97% de l'ensemble de la fluctuation des prix du Nasdaq et environ 87,5% de celui du Bitcoin. Cette corrélation est moindre pour le Bitcoin, ce qui s'explique par le fait que celui-ci a tendance à partir en flèche dans les cycles haussiers. C'est ce qu'on appelle un blow off top, en raison de l'augmentation du taux d'adoption qui crée des effectifs cumulés. Mais à part ça, ces fluctuations sont toutes influencées par ce facteur, qui est en gros la différence entre le solde des banques centrales et la liquidité générale sur le marché, c'est-à-dire la masse monétaire. Les bilans des banques centrales nous permettent en fait de diagnostiquer la dévalorisation de la monnaie fiat, qui est une chose que la plupart des gens ne comprennent pas et qui n'est pas évidente en elle-même. Lorsque de nouvelles devises sont imprimées, et en particulier quand toutes les banques centrales le font, elles font baisser le dénominateur. C'est ce qui explique pourquoi le marché boursier vénézuélien semble monter en flèche. En réalité, c'est parce que le bolivar continue de baisser. Cette dévalorisation explique presque tous les prix des actifs. Et donc, une fois que j'ai commencé à la prendre en compte, j'ai réalisé qu'il y avait deux actifs qui faisaient mieux que tous les autres. Diviser le solde de la Fed par le marché des actions est un moyen simple de se rendre compte de cela, pour ceux qui ne veulent pas utiliser de mesures plus générales. Le S&P 500 n'a pas fait de progrès depuis 2012, depuis que l'assouplissement quantitatif a vraiment pris de l'importance. C'est un de ces moments où la liquidité a touché le fond, parce que les bilans des banques centrales ont cessé de rétrécir. Le Japon a commencé à imprimer plus de yens, la Chine a commencé à augmenter la masse monétaire, et le Royaume-Uni et les États-Unis se sont mis à faire tourner la planche à billets, l'un en raison d'une crise des pensions et l'autre en raison d'une crise bancaire. Ce sont là des événements isolés, mais ce sont des signaux qu'un stimulus est en chemin. Dans ces cas-là, nous nous attendons à ce que les institutions entrent véritablement en action en faisant chauffer la planche à billets pour faire référence au même « Money printer go brr », ce qui est le signal le plus important. Il s'agit donc d'anticiper ce signal, parce que le printemps crypto, qui est la période que nous traversons depuis le mois d'octobre, est difficile à trader, sans tendance claire que nous puissions identifier. Ce n'est pas un marché en hausse constante. Bien qu'il y ait des progrès, il y a aussi beaucoup de remous en raison de récits contraires que l'on entend à droite et à gauche. Les gens sont suspicieux et pas forcément encore convaincus, pour une raison ou pour une autre, que cette remontée du cours des cryptos va continuer durablement.